Je m'appelle Céline et j'ai 29 ans. Je travaille comme graphiste. Je vis dans une petite ville tranquille en Normandie. Toute ma vie, je me suis senti comme une ombre dans ma famille. J'avais toujours une longueur de retard sur ma grande sœur, Margot. Elle était l'étoile de chaque pièce dans laquelle elle entrait. Tout le monde la remarquait en premier, riait de ses blagues en premier et la félicitait pour tout ce qu'elle faisait. Moi, en revanche, je me suis toujours senti petite et invisible. À son mariage, ça a été le pire. Ils m'ont placé sur une chaise pliante près des cuisines, comme si j'étais une étrangère qui était entrée là par hasard. Pendant ce temps, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années avaient les meilleures places dans la salle, tout devant. Je suis sorti ce soir-là en me sentant triste et en colère. 10 minutes plus tard, j'ai vu Margot pleurer sur le parking. Son maquillage parfait était ruiné et elle avait l'air bouleversée. Pour une fois, tout le monde pouvait voir ce que j'avais ressenti toute ma vie. J'en avais fini d'être invisible. J'en avais fini de laisser tout le monde me traiter comme si je n'avais aucune importance. Voici l'histoire de la façon dont j'ai fini par me défendre. En grandissant, Margot était la fille en or de la famille. Elle avait 2 ans de plus que moi. Elle avait les meilleures notes, gagnait les concours d'éloquence et semblait toujours attirer l'attention de tout le monde. Elle avait un rire qui poussait les gens à se pencher vers elle juste pour l'entendre. Mes parents, ma mère qui était autrefois institutrice et mon père qui tenait une quincaillerie, la traitaient toujours comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Moi, j'étais la fille discrète. J'aimais dessiner dans mes carnets et je rêvais d'aller aux Beaux-Arts un jour. Mes parents, cependant, voulaient que je choisisse une voie sûre comme la comptabilité. Quand j'ai finalement choisi le graphisme, ils ont dit que ce n'était qu'un passe-temps. Même après avoir pris mon indépendance à 20 ans et lancé mon activité de freelance en partant de zéro, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Lors des repas de famille le dimanche, ma mère me demandait « Céline, quand vas-tu trouver un vrai travail ?» Pendant ce temps, tout le monde félicitait Margot lorsqu'elle obtenait une promotion. Margot et moi n'avons jamais été très proches. Elle venait à la maison, organisait les fêtes d'anniversaire de maman ou le pot de départ à la retraite de papa, et volait toujours la vedette. J'aidais à accrocher les guirlandes, à dresser les tables ou à faire tout ce qu'il fallait, mais j'avais l'impression de faire partie des meubles. Utile, mais personne ne me remarquait. J'essayais de ne pas trop en souffrir. Je me concentrais sur mes clients, mes créations et mon propre petit monde. Mais ça piquait quand même quand toutes les histoires de famille semblaient tourner autour de Margot. Quand elle s'est fiancée à son petit ami, Clément, un gars de la finance avec un sourire parfait, on aurait dit que toute la ville faisait la fête. Un soir, lors du réveillon de Noël chez nos parents, Margot a fièrement annoncé ses fiançailles. Elle a montré un diaporama de sa bague qui brillait comme un joyau de la couronne. Mes tantes ont pleuré, mon père a pris Clément dans ses bras, et je suis restée assise là, me forçant à sourire. J'avais passé toute la matinée à préparer une tarte pour le repas, mais personne ne l'a même mentionné. À partir de là, il semblait que tout tournait autour de Margot. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec les notifications du groupe WhatsApp, les essayages de robes, les menus du traiteur et les photos du domaine viticole qu'ils avaient choisi pour le mariage. Ma mère m'appelait toutes les semaines, mais c'était toujours au sujet de Margot. J'essayais de parler de mon travail de graphiste, mais elle m'interrompait rapidement avec d'autres histoires de mariage. J'ai envoyé un SMS à Margot pour la féliciter et lui dire que j'étais heureuse, et je le pensais vraiment. Mais au fond de moi, je ressentais une douleur silencieuse, comme si je m'effaçais. Quand j'ai vu la liste du cortège nuptial, 10 demoiselles d'honneur, 10 garçons d'honneur, y compris le petit frère de Clément et notre cousin Gaspard, que Margot connaissait à peine, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas demandé d'en faire partie. Ça m'a blessé, mais je me suis dit, c'est la mariée, c'est son choix. Je ne voulais pas causer de problème, alors j'ai ravalé ma peine et je me suis présenté au dîner la veille du mariage avec un cadeau et un sourire, en espérant que cette fois, je me sentirais à ma place. Le dîner a été le premier signe que rien n'avait changé. Le restaurant à Rouen était chic, avec de longues tables recouvertes de nappes blanches et des bougies qui brillaient partout. Je portais un joli chemisier et une jupe, et j'avais apporté un carnet de croquis personnalisé que j'avais fait pour Margot en guise de cadeau. Margot était à la table d'honneur, riant avec ses demoiselles d'honneur. Je me suis approché pour lui dire bonjour et elle m'a fait un petit sourire faux et rapide, comme si j'étais une livreuse qui déposait des fleurs. « Oh, Céline, tu es là » a-t-elle dit, avant de se tourner vers ses amis, gloussant à propos d'une anecdote de son neveu JF.
Je suis resté là, me sentant ridicule, avant de retourner à ma place tout au bout de la table. Mes parents m'ont à peine remarqué. Mon père m'a fait un bref signe de tête et ma mère était trop occupée à s'agiter autour du plan de table de Margot pour me dire bonjour. Je suis parti tôt, la poitrine serrée, me disant que ce n'était qu'une soirée. Le jour du mariage est arrivé et j'ai conduit jusqu'à un magnifique domaine viticole dans la vallée de la Loire. Les collines s'étendaient doucement et des guirlandes lumineuses scintillaient dans les chênes. Je portais ma robe bleu marine préférée et je transportais la machine à café à grains de la liste de mariage de Margot. Elle avait coûté 400 €, ce qui représentait beaucoup d'argent pour moi, mais je voulais que son cadeau soit spécial. J'espérais que cette journée serait différente. La cérémonie était magnifique. Margot était superbe dans sa robe en dentelle et Clément souriait comme s'il avait gagné le gros lot. J'ai applaudi avec tout le monde et j'ai même eu les larmes aux yeux en regardant ma sœur remonter l'allée. Je voulais me sentir heureuse pour elle. Vraiment. Mais quand j'ai atteint la salle de réception, mon espoir s'est brisé. J'ai cherché mon nom sur le plan de table, m'attendant à être assise avec la famille, peut-être près de Gaspard ou de nos tantes. Au lieu de cela, mon nom était gribouillé au stylo en bas du plan, même pas imprimé comme les autres. Table 22. J'ai demandé à une hôtesse où elle se trouvait et elle m'a guidé par une porte latérale vers un minuscule coin près des cuisines. C'était ma place, une simple chaise pliante juste à côté du chaos des serveurs qui entraient et sortaient en courant. Mon visage a brûlé alors que je fixais cette chaise. J'avais l'impression d'être la cible d'une blague que je ne comprenais pas. À ce moment-là, l'une des amies de Margot est passée et a dit « Oh, Céline, tu es bien ici, n'est-ce pas ?» Elle avait un sourire gêné, comme si elle se sentait mal, mais pas assez pour m'aider réellement. J'ai regardé la salle principale. Les tables étaient décorées de doré. Des cousins de Nantes riaient avec mes parents. Margot levait son verre et portait un toast avec la famille de Clément. Pas une seule personne n'a regardé dans ma direction. C'était comme si j'avais de nouveau 12 ans, renvoyé dans ma chambre pendant que Margot jouait la fille parfaite. Mes mains tremblaient lorsque j'ai posé le sac cadeau contenant la machine à café sur la table des desserts à côté de la pièce montée. Ensuite, je suis sorti. Pas de cris, pas d'esclandre. Juste moi avançant dans l'air de la nuit, le cœur battant à tout rompre, avec un mélange de colère et de liberté. À mi-chemin sur le parking en gravier, Margot a appelé mon nom. Je me suis retourné et je l'ai vue se tenir là dans sa robe de mariée, rayonnante sous les lumières, les talons s'enfonçant dans la terre, son bouquet pendant à sa main. « Céline, où vas-tu » a-t-elle demandé. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste fixé. « Tu ne peux pas juste partir » a-t-elle dit, la voix brisée. « Vraiment » ai-je répondu, d'un ton calme mais glacial. Tu as clairement montré quelle était ma place. Son visage s'est décomposé, mais je ne suis pas tombé dans le panneau de ses larmes. C'est le jour de mon mariage, a-t-elle dit, comme si cela effaçait tout. Exactement, ai-je rétorqué. Et j'ai eu droit à une chaise pliante près des cuisines, Margot. Même pas une vraie place. Tu as trouvé de la place pour tout le monde, des cousins qu'on n'a pas vus depuis juillet, les vieux amis de fac de Clément, mais pas pour moi, ta propre sœur. Elle s'est agitée, évitant mon regard. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit. On a manqué de place. J'ai ri amèrement. 22 tables, Margot. J'ai compté. Tu avais de la place pour 200 personnes, mais pas pour moi. Elle n'a pas répondu. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse. C'est là que j'ai réalisé, pas seulement pour la chaise, mais pour tous les Noëls où mes cadeaux étaient ignorés, tous les dîners où mes histoires étaient noyées par ces grandes nouvelles. J'ai été invisible pour toi toute ma vie, ai-je dit, la voix ferme mais tranchante. Tu as toujours la vedette et je te laisse toujours la prendre. J'ai ressenti un étrange mélange de colère et de soulagement. Pour la première fois, je n'allais pas rester silencieuse. Je n'allais plus laisser personne me traiter comme si je ne comptais pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Margot. Je suis fatigué d'être l'ombre. Je suis fatigué de me cacher. Je mérite d'être vu, moi aussi. Elle a ouvert la bouche, mais je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retourné et je suis parti, laissant la fraîcheur de la nuit m'envelopper. Chaque pas me rendait plus forte. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus invisible. Je m'étais enfin défendu. En marchant vers ma voiture,
je me suis souvenu de toutes les fois où j'étais restée silencieuse pour éviter de faire des vagues. Chaque fête où mes cadeaux étaient ignorés, chaque repas de famille où mes histoires ne comptaient pas, chaque anniversaire où mes efforts passaient inaperçus. Tout ça. Et maintenant, je n'allais pas laisser ça continuer. J'avais ma propre vie, mes propres rêves et mon propre bonheur. J'ai réalisé que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour être fier de qui j'étais. Ce soir-là, je me suis senti libre. Libre des chaînes invisibles qui m'avaient retenu toute ma vie. Libre de ne plus être la sœur discrète et ignorée. Je savais que ça prendrait du temps, mais je savais aussi que j'avais enfin tracé une ligne. Je ne me ferai plus petite pour personne, même pour ma propre sœur. J'ai pensé à mon art, à mes créations et à la vie que je m'étais construite toute seule. J'ai pensé à toutes les personnes qui avaient cru en moi quand ma famille ne le faisait pas. Pour la première fois, je me suis autorisé à être fier, pas de Margot, pas de quelqu'un d'autre, mais de moi. J'avais toujours été invisible, mais plus maintenant. J'étais là. J'étais forte. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir petite. J'ai mis la clé dans le contact et j'ai conduit vers chez moi, laissant les lumières du domaine s'estomper derrière moi. Mon cœur battait encore la chamade, mais c'était un sentiment agréable. Je m'étais défendu. J'avais dit à ma sœur ce que ça faisait d'être invisible. Et maintenant, j'étais prête à vivre ma vie comme je l'entendais, sans attendre que quiconque me remarque. Ce soir-là, je me suis senti comme une nouvelle personne. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer ensuite avec ma famille ni s'ils allaient enfin me voir, mais je m'en fichais. J'avais enfin trouvé ma propre voie. J'avais enfin revendiqué ma propre place dans le monde. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. Je suis venu et j'ai dépensé 400 € pour t'offrir un cadeau. J'y avais pensé pendant des semaines, pour m'assurer qu'il soit parfait. Je voulais que tu me voies. Je voulais que tu saches que je tenais à toi. J'ai attendu là-bas, espérant que cette fois-ci tu me remarquerais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne le fais jamais. Ses yeux brillaient de larmes, mais j'ai continué. Tu ne m'as pas oublié, Margot. Tu as choisi de me faire sentir que je n'avais aucune importance. Elle s'est approchée et a chuchoté doucement, « S'il te plaît, Céline, ne fais pas ça maintenant. Tout le monde est à l'intérieur. » J'ai pointé du doigt le domaine illuminé derrière elle. Retourne là-bas. Danse. Coupe la pièce montée. Sois la mariée parfaite. Mais ne t'attends plus à ce que je reste assise dans ton ombre. J'essayais depuis des années, j'essayais toujours de m'intégrer, d'être la sœur que tout le monde aimait. Mais cette fois, je ne pouvais plus. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main. J'en ai fini. Je ne peux plus être invisible. Alors que je me retournais vers ma voiture, ma mère est apparue. Son visage était tendu, montrant à la fois son inquiétude et sa frustration. « Céline, qu'est-ce que tu fais dehors ? Ta sœur pleure. » Je me suis appuyé contre la portière de ma voiture, sentant le métal froid contre ma main. Elle s'est fait ça toute seule, maman, ai-je dit doucement. Elle a soupiré comme si j'étais celle qui causait tous les problèmes. Tu fais un scandale. On manquait de place, c'est tout. Je l'ai fixé. C'était la femme qui m'avait toujours dit de laisser couler à chaque fois que Margot obtenait ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais pris mon parti. J'ai dit, tu as laissé ta fille s'asseoir seule près des cuisines pendant que des inconnus avaient des places familiales, et tu penses que c'est moi qui fais un scandale ? Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais j'ai remonté ma vitre et j'ai démarré le moteur. J'ai regardé dans mon rétroviseur. Margot était toujours plantée là. Sa robe brillait dans la lumière, et des larmes coulaient sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai pris le chemin le plus long, serpentant à travers les routes sombres de la vallée, passant devant des vergers et de petits villages tranquilles. Le son de mon moteur remplissait la nuit, chassant tout le bruit et la tristesse de ma tête. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de ma mère, de Margot, et même de mon père, qui n'appellent que lorsque quelque chose est cassé. Je ne les ai pas regardés. J'ai juste conduit, laissant toute la douleur accumulée pendant des années s'imprégner en moi. Chaque fois qu'on m'avait dit d'être compréhensive, chaque fois que Margot avait eu la plus grande chambre, le téléphone le plus récent,
les applaudissements les plus forts à l'école ou lors des événements familiaux, j'avais toujours hoché la tête et souri. J'encaissais. Je ne me plaignais pas. Mais cette chaise près des cuisines a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'était pas juste une place. C'était la preuve que j'étais toujours à l'arrière-plan de leur histoire. Ni la sœur, ni la fille, juste le figurant. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone était plein d'appels en absence. 30 appels manqués. 15 de Margot, 10 de ma mère, quelques-uns de mon père, et un de Gaspard, mon cousin, qui m'avait toujours un peu ressemblé. Celui qui ne trouvait pas vraiment sa place. La discussion de groupe WhatsApp était chaotique. Le message de Margot disait « Céline, où es-tu » Ma mère avait écrit « Tu dois des excuses à ta sœur ». Le message de mon père était court et direct « Appelle-nous ». Et le texto de Gaspard a été celui qui m'a donné l'impression d'être vu. J'ai vu ta chaise. C'était abusé. Est-ce que tu vas bien? Pour la première fois, quelqu'un de ma famille disait que mes sentiments comptaient. Et ça m'a frappé de plein fouet. Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone et je me suis couché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, j'ai séché le brunch du lendemain de mariage. Je n'avais pas envie de rester assise à faire semblant que tout allait bien. J'ai préparé du café, j'ai sorti mon carnet de croquis et j'ai dessiné quelques motifs auxquels je pensais depuis des semaines. Ensuite, j'ai fait une longue promenade dans le quartier des Arts de Rouen. Le soleil était chaud sur mon visage. Ma boîte de réception contenait un email automatique du site de mariage de Margot me remerciant d'être venue, avec une photo d'elle et Clément sous des guirlandes lumineuses. Je l'ai signalé comme spam et je ne l'ai plus regardé. Ce jour-là, j'ai fait ce qui me rendait heureuse. J'ai pris un café latte, je me suis promené, j'ai dessiné des peintures murales dans la rue et j'ai simplement profité d'être dehors. Pas de commentaires méchants, pas de culpabilité, pas de faux-semblants. Mais je savais que ma famille n'allait pas en rester là. Ce soir-là, Margot a appelé. Sa voix était douce, presque répétée à l'avance. « Céline, il faut qu'on parle. » Je ne me suis pas retenu. « Tu as eu 1 an pour organiser ça, Margot. Ne dis pas que tu étais débordée. Tu as choisi de me mettre dans les cuisines. » Silence. « Alors, tu es toujours en colère ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit fermement. J'en ai fini. Cette chaise n'était pas une erreur. C'était toi qui disais que je ne fais pas partie de cette famille. » Elle a essayé de protester, mais j'ai raccroché au nez. Une semaine plus tard, j'ai publié un article de blog. J'ai inclus une photo de cette chaise pliante avec mon nom scotché dessus, à côté d'une poubelle contenant une part de gâteau à moitié mangée. J'ai écrit la vérité. Comment j'avais toujours été mise à l'écart lors des événements familiaux. Comment le mariage de Margot avait été la goutte d'eau. Comment j'avais dépensé 400 € pour son cadeau et avais été traitée comme une étrangère. Je n'ai pas crié ni tempêté. J'ai juste exposé les faits. Mon article s'est propagé. Des amis de la fac, des clients, et même des inconnus ont laissé des commentaires. C'est affreux. Tu méritais mieux. Puis Margot a publié sa propre lettre sur Facebook, intitulée « À ma sœur ». C'était bourré de manipulation. Elle disait que les mariages sont chaotiques et affirmait que je l'avais abandonnée en partant. Mais elle a fait une erreur. Elle a écrit « Je pensais que Céline serait plus forte que de fuir ». Cela a poussé les gens à se poser des questions. Une amie de fac m'a identifié. « Attends, elle t'a mise dans les cuisines ?» Une inconnue a écrit un article sur son blog de mariage, « Comment gâcher son mariage avec un mauvais plan de table ». Elle expliquait l'histoire de ma chaise, le fait qu'elle m'ait ignoré, tout cela sans utiliser de nom. C'est devenu viral. Des forums sur Reddit, et même un article sur BuzzFeed. Margot est devenue un mème. Sa photo à la table d'honneur a été recadrée pour montrer une invitée floue assise sur une chaise pliante. Les retombées n'ont pas été qu'en ligne. Margot a supprimé son compte Facebook. Gaspard m'a envoyé un message. Margot s'est enfermée chez elle. Maman pète les plombs. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à vivre ma vie. Je me suis plongé à corps perdu dans mon art et j'ai obtenu une place dans une exposition d'une galerie d'art à Rouen. Mes toiles, vives et abstraites, montraient ce que l'on ressent quand on est invisible.
Elles se sont vendues plus vite que je ne l'espérais. Une peinture intitulée « Le siège vide » représentait une chaise pliante contre un vignoble assombri. Les gens n'avaient pas besoin d'explications. Ils comprenaient le sentiment. J'étais en train de bâtir une vie qui ne dépendait pas de l'approbation de ma famille. Des mois plus tard, Margot m'a envoyé un SMS. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je suis désolé. C'était trop tard. Nous le savions toutes les deux. Je n'ai pas répondu. Ma mère m'a appelé, furieuse à cause de mon blog. Elle a dit que j'avais fait honte à la famille. Je lui ai répondu, Margot a fait ça quand elle a écrit sa lettre. Moi, j'ai juste dit la vérité. Une semaine plus tard, un colis est arrivé à ma porte. Pas de mots. Juste une machine à café, non ouverte. Ce n'était pas des excuses. C'était une capitulation. La vraie victoire est arrivée lorsque l'article sur Internet a continué de se propager. L'image parfaite de Margot s'était fissurée. Pour la première fois, les gens m'ont vu. Pas seulement comme une artiste sensible, mais comme quelqu'un qui avait subi une injustice et qui avait tenu bon. J'ai séché le repas de famille suivant. Mes parents ont continué d'appeler et d'envoyer des messages, voulant réparer la famille, mais j'avais fini de jouer à leur jeu. J'avais passé des années à essayer de m'intégrer dans une famille qui ne me faisait pas de place. Maintenant, je créais mon propre espace, ma propre vie, mon art, mes amis, ma paix. Je n'étais plus en colère. J'étais libre.